L'émission Coup de tête vous est proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Étienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verres, dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 29e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne se déplaçait en Lorraine à Nancy exactement. Et résultat nul, 1 but partout. Ce fut chaud pour les Stéphanois. Un coup d'arrêt pour les jeunes de Montagnier, mais on reviendra sur ce résultat nul. Autour de la table, bien sûr, Olivier. Salut à toi, Olivier. Salut Marco, salut à tout le monde. Et Eric étant absent, on lui fait un coucou et on espère le revoir très bientôt. Donc dans cette émission, on va revenir donc sur ce match nul ce week-end pour nos Stéphanois. Il y aura bien sûr des morceaux musicaux. Alors comme on n'est que deux, il y en aura peut-être 3 cette fois-ci. Il y aura bien sûr une page altiligérienne. Il y aura les coups de cœur, les coups de tête en fin d'émission. Il y aura une page agenda et également bien sûr le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et on commence tout de suite justement par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors pour cette rencontre, Montagnier n'avait fait aucun changement dans le 11 de départ par rapport à celui qui avait débuté contre Annecy il y a 2 semaines. Alors je le reprends, il y avait Maubleu dans les buts, Pedro le cardinal Nadé défense à 3 pour commencer cette rencontre, 2 pistons Apia et Hold sur les côtés, dans le centre Boaquier ainsi que Kanté, et devant Cardona, Davitashvili et en pointe Stassin. L'entame de match est compliqué pour les Stéphanois, pris en transition sur le côté droit et qui cède après seulement 5 minutes de jeu avec l'infatigable F. Daouche qui rentre sur son pied droit et envoie une superbe frappe enroulée dans le petit filet opposé. 1-0 donc à la 6e minute de jeu. C'est compliqué pour les Verts face à un bloc bas bien organisé. Il faut des dépassements de fonction pour le mettre à mal, à l'image de Pedro qui gagnait un bon coup franc aux abords de la surface à l'issue d'une belle percée mais qui ne donnera finalement rien, ce coup franc à la 16e minute. Comme prévu, c'est très compliqué pour les Verts dans les derniers mètres avec beaucoup de densité. En fin de première période, ça combine bien avec Boaquier qui allume une frappe sèche qui est contrée in extremis par un défenseur. Et pourtant, elle partait bien, cette frappe de Boaquier à la 40e minute de jeu. Défensivement, aussi, les Verts éprouvent des difficultés à l'issue d'une belle action. Gélin, le Nancéen, tente sa chance, mais ça passe au-dessus à la 43e minute de jeu. Dans la foulée, Cardona est trouvé et percute dans la surface. Il est déséquilibré, penalty pour les Verts. Davitashvili s'en charge, mais le fameux Basilio, l'ancien portier guingampais qui est toujours aussi fort pour les arrêts de pénalty, il s'interpose et quel dommage du côté stéphanois. C'était juste avant la mi-temps, à la 45e minute de jeu. Mais juste avant que l'arbitre siffle cette pause, il faut un retour exceptionnel de Boaquier dans le temps additionnel pour laisser les Verts dans le match. Donc à la pause, les Verts sont menés 1-0. Au retour des vestiaires, 2 changements du côté de la SSE et un changement d'animation. Apia et Nadé sortent au profit de Lamba et Mouefek qui entrent en jeu. On repasse à 3 au milieu de terrain, tandis que Pedro glisse en tant que latéral droit. La SSE évolue de nouveau en 4-3-3. Un quart d'heure seulement en tant que latéral pour Pedro, complètement sonné après un choc avec Gélin. Il sort sur civière et Hanan le remplace à la 61e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Stassin a une énorme occasion de remettre les deux équipes à égalité suite à un centre de Boaquier, mais sa frappe au Belge s'envole au-dessus à la 65e minute de jeu. Dufus remplace Davitashvili quelques minutes plus tard. Et Miladinovic fait lui aussi son entrée pour la fin du match à la 73e. C'est dur pour les Verts de pénétrer dans la surface adverse. Alors Dufus tente sa chance de loin d'une frappe très lourde sur laquelle Basilio réalise une très belle parade à la 78e minute de jeu. Les Verts poussent en fin de match, mais Nancy ne cède pas malgré les nombreux centres et coups de pied arrêtés stéphanois. Cardona croit délivrer les Verts à l'ultime minute du temps
réglementaire d'une belle tête décroisée, mais il est signalé malheureusement hors jeu. Ça se joue à très peu. C'était donc à la 90e minute de jeu. Au cours des 9 minutes de temps additionnel, suite à la sortie de Pedro sur Sivir, ça a pris du temps. La SSE quand même parvient à recoller. Cardona déborde et centre pour Stassin qui elle égalise de la tête à la 97e minute de jeu. Les Verts tentent donc d'arracher le succès dans les 2 minutes restantes. En vain, la SSE arrache tout de même un point à Marcel Picot, un but partout. Merci Marco, c'était très précis. Et on voit que ce match, malgré le score, tu l'as vécu. C'est pas mon cas. Je te précise tout de suite que exceptionnellement, j'ai pas pu. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. On taira la raison, mais en tout cas, je vais simplement aujourd'hui, écouter, te faire le change au niveau des questions. Mais il y aura pas, en l'absence d'Eric, tu n'auras pas de contradicteur. Alors, première question. Je voulais quand même te demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les Verts sont passés à côté de leur match, tout simplement? Oui, on peut dire qu'ils sont passés à côté de leur match. On va peut-être mettre ça sur le dos de la trêve internationale qui n'a pas facilité et qui a coupé en fin de compte un petit peu les jambes de certains. Il y a quelques joueurs quand même qui sont revenus simplement 48 heures avant cette rencontre. Il y en a qui étaient aux États-Unis, de part et d'autre. Certains internationaux, je pense à Stassin, je pense à Holt, qui sont vraiment revenus au dernier moment et qui ont été alignés d'entrée. Donc ça facilite pas. Ils n'ont pas travaillé toute la semaine, contrairement à d'autres. Donc voilà, et puis ça fait une coupure de 2 semaines, c'est pas négligeable, surtout qu'on était dans une bonne dynamique depuis l'arrivée de Montagnier. Donc moi je vais mettre ça sur la trêve internationale, mais ça n'excuse pas quand même la pauvreté du jeu proposé par les Stéphanois. J'ai juste vu le but, le premier but dont tu as parlé, et c'est vrai que ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que le système tactique à 3 défenseurs sur ce coup-là, on peut pas dire qu'il ait été ce soit une réussite. Parce que le Nancéen, finalement, il profite de cet espace laissé vraiment sur le côté, en l'absence de latéral, finalement, avec ce piston. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette impression? Bon, d'ailleurs, il y a eu un changement tactique à la mi-temps. À la mi-temps, ouais. Mais j'ai trouvé ça, dès l'entame de match, j'ai trouvé ça gonflé de la part de notre coach, d'aligner simplement 3 défenseurs face à une équipe de Nancy qu'on connaît, et on connaît Correa, le coach uruguayen de Nancy. Il fait jouer cette équipe nancéenne depuis des années et des années de la même façon. C'est toujours un bloc très défensif, très, très bas et qui fonctionne par contre-attaque. Et j'ai été étonné de ne pas voir une défense stéphanoise à 4, mais plutôt à 3, qui a facilité les contre-attaques nancéennes. Et au cours des 45 premières minutes, il y en a quand même 3 belles contre-attaques nancéennes qui nous ont fait mal. Là, j'ai évoqué tout à l'heure dans le résumé le retour de Boaké. Il y a aussi la maladresse de Gélin. Donc ils auraient pu inscrire, même voire un deuxième but en contre-attaque, tellement en fin de compte il y avait des espaces ouverts de la part de la défense stéphanoise. Et Montagnier a corrigé le tir simplement à la mi-temps, mais je trouve ça dommage. Oui, contrairement à ce que faisait Orneland, qui lui restait tout le temps sur le même schéma. Je pense à ça parce que j'ai eu l'impression, en voyant ce premier but, de me projeter 2 mois en arrière avec les buts qu'on encaissait, tu sais, avec Orneland en fait. Exactement, mais je vais te dire, j'ai assisté ce Nancy-Saint-Étienne, avait de grosses similitudes avec les matchs de fin de l'année 2025 sous l'ère Orneland. Vraiment avec un jeu à la handball, quoi. Si tu veux, on va de gauche à droite puisqu'il y a face à un bloc défensif, on va de droite, on va à gauche et on essaye de trouver, de combiner et justement dans les combinaisons, et je reviens à ta première question, on a été très maladroit. Il y a eu
énormément de... Alors qu'est-ce qui leur a manqué justement de précision dans les passes. Il y a des moments, c'était assez fou. On a essayé d'aller chercher David Tchachvili, le ballon il passe à 10 mètres. Oui, Chose qu'on n'avait pas vu. Donc il y a eu des erreurs techniques des erreurs techniques, énormes. Une succession de maladresses tout au long du match de la part de tous les joueurs stéphanois. Il n'y en a pas un qui est passé qui est au-dessus du lot. Ils ont tous échoué dans les transitions et face à une équipe qui nous attendait et puis le fait qu'ils aient marqué rapidement les Nancéens, si tu veux, ils ne pressaient pas sur les défenseurs comme Annecy. Tu vois, Annecy, ça s'est tout de suite vu. Eux, non, ils pressaient pas les défenseurs. Ils pressaient une fois que les défenseurs stéphanois passaient la balle, soit au piston, soit au milieu. Et là, les Stéphanois étaient obligés à chaque fois de trouver une solution, souvent en retrait, mais ce fut vraiment très compliqué tout au long de la rencontre de trouver des solutions face à ces Nancéens. Et puis en plus, c'est une équipe qui joue sa survie. Je pense que ça aussi, c'est pas. Alors, faudra regarder le programme de fin de saison, mais jouer ce type d'équipe là qui joue joue sa survie, tout simplement, c'est nettement moins facile que de jouer une équipe du ventre mou qui n'a plus rien à jouer, tu vois, type Guingamp ou en ce moment. Alors il y a ça et puis il y a le contexte parce que il faut savoir que Nancy, depuis le début de saison, ils ont plus joué à huis clos qu'avec du public, et en plus c'est une affiche, c'est un match de gala puisqu'il recevait la SSE, donc Marcel Picot a fait presque le plein pour cette rencontre, chose qui n'avait pas été vue depuis des années du côté de Nancy, donc tout était réuni pour que Nancy nous pose des soucis. C'est pour ça que j'ai pas compris en fin de compte la stratégie de Montagnier de commencer par 3 défenseurs. Alors ça avait marché, là je me fais l'avocat du diable, ça avait très bien marché le match précédent. C'est vrai qu'on peut pas changer tout le temps de tactique. Il essaye d'avoir donc peut-être qu'au prochain match il va revenir à une défense à 4, je sais pas, mais en tout cas bon, toi pour toi le jeu, le match de samedi, ça se prêtait beaucoup plus à une défense à 4 pour éviter les contre-attaques. Ouais, à l'extérieur. C'est mieux à 4 qu'à 3, tu veux dire. À l'extérieur, ça me paraît évident. Autant tu peux oser à domicile, ça je l'entends. Autant à l'extérieur, comme on est une équipe qui est attendue un peu partout, je trouve que c'est gonflé de commencer une partie avec simplement 3 défenseurs. Ouais. Alors, on égalise quand même, comme tu l'as dit, très tard. J'avais pas vu que c'était à la 96e, donc 97e. Donc finalement, on dit un gros ouf de soulagement avec ce but de Stassin qui est pas facile à marquer, au milieu de 2 Nancéens, j'ai vu ça. Donc pour toi, ça reste un bon point ou c'est 2 points de perdu? Question difficile. Dans ce sprint final, pour moi, c'est 2 points de perdu. Après, quand tu vois la physionomie du match et qu'on égalise quelques secondes avant le coup de sifflet final, c'est un bon point. Mais dans ce sprint final, moi, je trouve que c'est 2 points de perdu. Et il y a quand même un tournant dans cette rencontre, c'est le penalty obtenu par Cardona, qui est tiré, le penalty tiré par David Tachvili, où son penalty est pas très bien tiré. Basilio, le portier nancéen, s'allonge sur son côté droit et voilà. Si tu fais, il a fait son petit saut de cabri là. Il a fait il a fait juste son saut juste avant là, tu vois, de la mettre à gauche. Montagnier était vert de rage sur son banc parce que il y avait l'occasion de revenir juste avant la mi-temps, d'égaliser et pouvoir faire la différence peut-être en deuxième période. C'est pour moi le tournant du match, il est là parce que le penalty obtenu par Cardona, c'est limite, mais bon, il y a vraiment une faute de la part de F. Daouche. Et c'est une occasion énorme, surtout qu'on n'a presque pas tiré au but au cours des 45 premières minutes. Donc il y a eu un coup franc, il y a eu une frappe de Boaquier, mais il y a eu très peu d'occasions. Basilio, le portier nancéen, a fait aucun arrêt lors de ces 35 premières minutes. Il y a absolument rien, quoi.
Et puis les Verts qui essayaient de circuler, c'est pour ça que ça ressemblait au jeu d'Orneland, c'est qu'ils ne tentent pas de loin. Ouais. Et ça, c'est problématique. Et on a cette possibilité-là de revenir dans le match, et David Tadvili échoue, donc ça devient de plus en plus compliqué au fil du match. Et heureusement qu'on a évité le pire avec ce débordement de Cardona et cette tête de Stassin dans les dernières secondes. Mais ça reste pour toi 2 points de perdu. Alors juste, je me permets, je trouve que ça ressemble beaucoup au match contre Grenoble, où finalement on a une équipe à domicile qui joue devant, pour une fois, un public très nombreux, qui a la volonté, c'est peut-être le dernier match de la saison avec un peu d'enjeu, aussi avec le public, je pense à Grenoble, quoique ils jouent aussi le maintien, Grenoble, mais tu vois, avec une équipe qui veut surtout pas ne rien lâcher, pas un centimètre, avec des morts de faim sur le terrain, et une équipe stéphanoise qui, après 6 matchs sans défaite, et peut-être pas à 100%, tu vois, ils sont dans la tête, c'est difficile d'être à 100% comme ça. Je crois que c'est ce qu'a dit Montagnier à la fin du match. Donc ça me fait penser au match de Grenoble. Alors là aussi, on reviendra tout à l'heure sur le calendrier de fin de saison, mais on s'aperçoit que les Verts, ils ont énormément de mal avec ce type d'équipe, et que le talent, quand on ne laisse aucun centimètre aux attaquants talentueux de stéphanois, on n'y arrive pas, tout simplement. Alors c'est vrai que heureusement il y a des équipes à domicile qui jouent, qui ouvrent le jeu. Ce sera certainement le cas de Dunkerque, je pense. Donc c'est plutôt bien pour. Ils viennent ici. Oui, mais ils viennent ici, mais je veux dire, même à l'extérieur, ils sont tendance à un petit peu se montrer, on va dire, offensif. Voilà. La trêve internationale, avant de passer un morceau musical, tu l'as dit, pour toi c'est la raison numéro 1. Alors on n'a pas de blessés pourtant, parce que des fois il y a des trêves internationales où on a eu des blessés. Mais on a est-ce que tu as vu dans l'effectif stéphanois des joueurs en cours de forme ou qui avaient l'esprit ailleurs? Tu incrimines qui dans en parlant de trêve internationale? Non, mais on a évoqué beaucoup la première titularisation de Stassin. Et il revient que 48 heures avant. Il a une occasion énorme en deuxième période. Il la met au-dessus. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais non, j'incrimine personne c'est vraiment l'équipe qui a failli tout au long de la rencontre. Parce que même les entrants n'ont pas pu faire la différence. Il y a juste Dufus qui est sorti du lot qui a bougé un petit peu sur son côté gauche. Mais que ça soit Miladinovic, que ça soit Mouefek, j'étais déçu de leur prestation. Ils n'ont rien apporté de flagrant. Et s'il y a un joueur à retirer, mais qui est toujours aussi brouillon, c'est Cardona, parce que il est passeur décisif et il obtient le penalty quand même. Donc après, pour moi, il est international. Il est international. Après, il est aussi fautif sur le but encaissé. Au début, là, il perd le ballon alors qu'il aurait dû la glisser à pied sur la droite. Il cherche un petit peu trop dans l'axe. C'est vraiment dommage. Non, j'incrimine personne de précis sur cette rencontre. C'est vraiment un coup d'arrêt pour les Stéphanois. Après, c'est une piqûre de rappel. Et voilà, le Joker, on avait un Joker puisqu'on avait 4 points d'avance. Maintenant, on n'a plus qu'un seul point d'avance. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot. On revient donc sur ce match nul sur le gong pour cette équipe stéphanoise pour le compte de la 29e journée de championnat. Ouais, ils sont passés d'un match compliqué, d'une défaite, mais comme à Grenoble, je trouve qu'on s'en tire plutôt bien puisqu'on a limité les dégâts en ramenant ce point du match nul à la dernière seconde. Ouais, et donc on revient sur la tactique et peut-être sur les joueurs. Tu m'as pas, on pourra évoquer peut-être les verres à moitié plein, les verres à moitié vides. Ouais. Mais sur la tactique, mis à part cette défense à 3 sur les joueurs, est-ce que tu aurais fait autrement? Est-ce que tu as vu des choses qui auraient pu être améliorées? Si tu veux, Hold
Et Apia n'ont rien apporté d'intéressant au cours des 45 premières minutes. Même Holt était relativement transparent. Apia, il a fait du Apia. Il n'a pas été servi, notamment lorsqu'on encaisse le but. C'est bien dommage. Et puis les remplaçants. Alors Pedro s'est blessé. Donc Annan est rentré. Annan n'a rien apporté du tout. Lamba a remplacé mon ami Nadé. Il y a des choses plutôt pas mal, mais il y a des choses défensivement qui m'ont pas plu du côté de Lamba. Non, je trouve qu'il, dans l'ensemble, même, tu vois, le Cardinal qui était irréprochable jusqu'à maintenant, il n'a pas apporté énormément de choses positives. Les 10 premières minutes, il n'a pas eu un duel aérien en sa faveur. Il s'est fait bouger. Il y a ces transversales qui de temps en temps était pas trop mal, mais face à un bloc bas, c'est compliqué, quoi. Et moi, j'aurais peut-être aimé voir plus Dufus dans cette rencontre, parce que il est beaucoup plus vif. Voilà, Davitashvili, il aurait loupé ce penalty, mais il a rien pu faire. Pourtant, il a du talent, ce Géorgien, mais il a rien pu faire face à cette défense qui pressait vite, quoi. Donc et puis les coups de pied arrêtés ont pas fait la différence, que ce soit les corners, que ce soit les coups francs, et il manque quand même pas mal de choses juste du côté de Saint-Étienne pour faire la différence. Alors avec une innovation tactique, ça t'a pas échappé, le Cardinal s'intégrait souvent au milieu de terrain, en première mi-temps. Là aussi, alors il s'en défend Montagnier en disant que pour organiser le jeu, il manquait peut-être quelqu'un dans cette zone-là, et que comme les Nancéens ont pas pléthore d'attaquants, eh bien ça lui permettait d'être un cran plus haut. Non, mais il fallait des dépassements de fonction. C'est pour ça que face à une équipe nancéenne bien regroupée défensivement, il fallait trouver une solution, et effectivement créer le surnombre. Nadé l'a fait, le Cardinal l'a fait à un moment donné. T'es obligé à un moment donné de monter et de faire le surnombre pour faire la différence. Alors c'est sûr, tu t'exposes automatiquement, mais face à un bloc bas comme ça, il y a dépassement de fonction, et le Cardinal l'a fait comme il le fait à chaque match. Sauf que quand non, là c'était, tu regarderas, et d'ailleurs il en parle sur l'interview de fin de match. Montagnier, les journalistes lui posent la question: est-ce que c'était une consigne de faire monter le Cardinal au milieu de terrain? Il dit oui. Voilà. Alors le problème, c'est que quand le Cardinal, qui est le défenseur central, est devant, les deux autres défenseurs sont obligés de se resserrer, ce qui laisse la place. Donc là, pour le coup, j'espère qu'il le prend un peu pour lui, ou que peut-être le Cardinal l'a pas bien senti à ce moment-là. Peut-être que il va mettre ça sur la faute de Cardona, qui a perdu la balle, mais c'est peut-être la première erreur qu'on voit tactique, en quelque sorte, sous nos yeux. Alors le but, il est magnifique, mais il y a cette innovation tactique qui peut être une arme, mais qui peut être aussi un problème quand il y a une offensive de la sorte. Après, on n'a pas été habitué à encaisser un but comme ça rapidement. En tout cas, sur l'ère Montagnier, être mené, c'était pas arrivé. On a toujours fait la différence, notamment en première mi-temps. Là, on est mené rapidement, et il faut inverser la tendance. Sous l'ère Horneland, on a toujours eu du mal à revenir lorsqu'on avait encaissé le premier but, et ça on a retrouvé franchement cette impression-là. À part le fait de faire la passe à 10 devant le bloc nancéen, est-ce que tu as vu d'autres ressemblances avec l'époque Horneland? Oui, cette possession de balle stérile ça sert absolument à rien, et aussi le fait qu'il ne frappe pas au but, quoi. Il y a très très peu de frappes au but. De centre aussi. De centre. On marque sur un centre. On marque sur un centre.
Il y a une occasion aussi, il y a une tête de Mouefek qui est une tête de Stassin, une tête de Mouefek sur un centre. Oui, une belle tête de Mouefek en deuxième mi-temps. Et Basilio, le portier d'Ancéen, arrive à la capter. Donc si, il y a eu des centres plus que sous l'ère Orneland. Là-dessus, c'est évident. Mais ouais. Mais alors, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est de pas avoir changé de tactique, contrairement à Orneland. Mais est-ce que tu as vu une grosse différence entre la seconde mi-temps et la première mi-temps grâce à cette défense à 4 Non, ça n'a pas changé grand-chose. Si, plus une solidité défensive, parce que les Nancéens sont créés presque aucune occasion au cours de la deuxième période. Hein. Alors qu'en première période, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu quand même 3 occasions nancéennes. En deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu une. Donc une solidité défensive, oui. Mais on s'est cassé les dents sur cette défense bas de J'arrive Nancy. toujours à placer, tu sais, les chiffres de X-Goal. Alors, ça donne 2,86 pour Saint-Etienne et 0,3 pour Nancy. Donc, tu vois... Il méritait de marquer 0,3 buts. Le football n'est pas une science exacte. Hein. Ils ont eu un tir cadré, je crois. Et heureusement. C'est le but. Alors que nous, on a 6 tirs cadrés, je crois, autour de la ronde. Alors, ce nul, il arrange personne parce que Nancy avait besoin des 3 points, bien sûr. Mais bon, contre le deuxième, je pense qu'ils prennent également ce point parce que ils en ont besoin. Le moindre point sera important dans cette course au maintien pour eux, mais pour nous aussi. Le moindre point sera important pour la course à la deuxième place, puisque c'est celle qu'on occupe et qu'on vise. Hein. Plus question de parler de barrage cette année, j'espère. Mais avec ce match nul, est-ce qu'on a perdu une occasion d'être en Ligue 2 ? C'est pas facilité la tâche. D'être champion, ouais. D'être champion, je crois que... 3 n'a pas... 3 a fait un match nul, on va dire heureux. Parce que il y a ce joli but du meilleur buteur de notre championnat qui a fait une frappe de loin, sur une perte de balle de Montpellier au rang central, et il tente sa chance et tant mieux pour lui, ça rentre, mais ils étaient menés 2-1 les Troyens. Alors c'est sûr qu'on va recevoir 3 à domicile, mais ça sera pas chose facile. Mais il faut regarder plus pour l'accession en Ligue 2 derrière nous, donc derrière Le Mans qui nous colle. Alors, est-ce que pour le titre de champion, oui, effectivement, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas Le Mans qui double à la fois Saint-Etienne et à la fois Troyes, parce que c'est une équipe qui a perdu... je vous rappelle, chers auditeurs, une seule fois depuis le mois de septembre. Ils sont quand même sur une dynamique assez folle. Ils en ont marqué 4 lundi soir face à Pau. Ça fait quand même... c'est une belle équipe. Le stade du Mans est plein à chaque fois. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. C'est vrai que ça va être chaud jusqu'au bout. Quel suspense dans ce championnat. Pau est un peu en perdition depuis quelques temps. Ils avaient fait un bon début de saison, mais on les a perdus un peu, cette équipe paloise. Je rappelle qu'ils étaient dans les 5 premiers pendant toute la première partie de la saison. Voilà, donc comment, à ton avis, il faut aborder ce sprint final maintenant? Alors, des finales. Les joueurs parlent tous de finale, 5 finales, il y a 5 finales en jeu. Je pense que c'est une piqûre de rappel, le match de samedi avec cette contre-performance stéphanoise. Nous, on a sur 5 rencontres, on a 3 matchs à domicile et 2 à l'extérieur. Je rappelle le programme de Saint-Etienne. Donc on reçoit Dunkerque. On va à Bastia, mais en fait, ce sera à Rodez, si j'ai bien tout compris, ou ça sera à Furiani. Ça sera à Furiani, la suspension, elle sera terminée. Oui, okay. C'est pour ça, là-dessus, on reçoit 3 pas vraiment de chance. Pour le duel avec, pour l'instant, le premier au classement. On va à Rodez, qui est également une bonne équipe, et on reçoit Amiens. Donc, si je résume, 3 matchs contre des équipes de haut de tableau, et 2 matchs contre des équipes qui jouent leur maintien.
Il n'y a pas d'équipe du ventre mou telle que j'en parlais. Contrairement à l'équipe du Mans. Contrairement à l'équipe du Mans, je vais te dire ça tout de qui, suite. Eux, se déplacent 3 fois. Ouais. Et Le qui Mans, reçoit 2 fois. Le Mans joue donc Clermont. Bon, Clermont, c'est le maintien. Ils vont à Grenoble. Grenoble semble maintenu. Ils vont à Boulogne. Ça, eux, c'est une équipe du ventre mou, je suis d'accord. Ils reçoivent Reims, par contre. Et ils vont à Bastia. Donc je suis pas, c'est pas mis à part. Oui, mais ils vont à Bastia. Mis à part Boulogne. Ils vont à Bastia la dernière journée. La dernière journée, que ça sera peut-être condamné. Bah oui, ce sera déjà joué. Ouais. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Reims, est-ce qu'ils feront encore partie des 5 premiers Il y a beaucoup de chance quand même. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Ils prennent pas. Moi, le calendrier du Mans, moi, je le trouve plus favorable que le nôtre. Je suis d'accord pour Boulogne, mais clairement, joue clairement le maintien. Hein. Ils ont qu'un point d'avance sur le premier non relégable. Donc Clermont va jouer aussi le tout pour le tout. Bon, on fera un petit. Je vais essayer là pendant j'ai un peu de temps, je vais peut-être faire le tableau des 5 ou 6 équipes concernées par l'accession en première division pour voir les différences, pour voir quelle équipe a le plus de chance. Les 2 derniers déplacements, Grenoble et Nancy, on ramène qu'un seul point. Et on a vu que c'était dans la difficulté. On va se déplacer aussi à Bastia, c'est jamais facile à Furiani. Bah, cette année, un peu plus, mais sauf si Furiani est plein, comme quand il y a c'est un match de gala, c'est un match des années qui ressemble les années 70. Bastia, Saint-Étienne, et là il n'y a pas de match à huis clos, il n'y a pas de match qui est déplacé à Rodez. Le match de Bastia, ils ont été pénalisés. C'est ce que tu me dis. Non, je crois que c'est bien en Corse. Bon. On verra tout ça et on en reparlera peut-être dans l'agenda. On va tout de suite enchaîner avec la page Alti Ligérienne. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, les représentants de l'Alti Ligérie, le Puy Foot, dans le championnat de national, joué ce vendredi 3 avril. Ils se déplaçaient à Concarneau, en Bretagne. Et ça s'est plutôt bien passé pour cette équipe Pau-Note. Une victoire combinée au mauvais résultat en plus de Rouen à Villefranche. Les Normands ont été défaits 2-1. Ce qui permet à cette équipe du Puy de se rapprocher du podium. Voilà. Allez, on va analyser tout ça. Affaibli par les absences de Debold et du capitaine Djemo et de Marvin Adélaïde, les hommes de Stéphane Dieff, le coach Pono, voyaient Concarneau mettre un gros pressing en début de partie, sollicitant à 2 reprises Mathis Carvalho, le portier du Puy. D'abord sur une frappe peu dangereuse de Goujon, puis à la suite d'un contre et d'une tentative du capitaine Tonnier Janez qui obligeait le gardien Pono à un arrêt en 2 temps à la 11e minute de jeu. À la 24e minute de jeu, alors que Nsinghi recevait une merveille de passe de Zogba, le grand attaquant voulait trouver un de ses partenaires dans la surface de réparation et son centre était finalement contré par Seba qui lobait involontairement son gardien en taclant pour pousser le ballon dans son but. Donc 1-0 pour le Puy à la 24e minute de jeu. Une ouverture du score survenue après un début de rencontre où le Puy Foot n'a douté que durant 10 petites minutes. Et après avoir laissé passer l'orage, les ciels et blancs prenaient progressivement le contrôle de la rencontre. Une prise en main du match qui se matérialisait par une frappe d'Antoine Gauthier sur le poteau à la 13e minute de jeu. Et revenu de son match de suspension, le jeune milieu était à réception d'une déviation astucieuse d'Ensinghi, mais sa frappe venait heurter donc le Porto de Vio. Après ce but, les protégés de Gauthier
poursuivaient leur mainmise sur le match en confisquant le ballon une majeure partie du temps, et quand les Bretons parvenaient à se montrer dangereux, un joueur ponneux était là pour éteindre le début d'incendie, à l'image de la belle intervention de Zogba devant Baldoni à la 40e. Devant, les ciels et blancs se montraient efficaces pour faire le break juste avant la pause. Dans un échange entre pistons, Bouledja trouvait Fati à l'entrée de la surface. Le piston gauche armait une frappe croisée puissante qui ne laissait aucune chance au gardien de Concarneau. 2-0 à la 44e minute de jeu. Une merveille, vraiment Olivier, une merveille de jeu collectif dans le camp de Concarneau qui, voilà, un magnifique but de la part des Poneaux, donc 2-0. Ce deuxième but arrivé au meilleur des moments et qui permet au ciel et blanc d'aborder la deuxième période avec plus de sérénité. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Idriss Mohamed devaient néanmoins faire face à une équipe bretonne revenue avec de meilleures intentions, à l'image d'une belle frappe de Touré renvoyée difficilement par Cavarlo à la 60e minute de jeu. Le gardien Pono aura d'ailleurs été l'homme de cette deuxième période. En effet, peu de temps après cet arrêt, l'arbitre désignait le point de pénalty après un très léger accrochage entre Fati et Sakuna, et l'attaquant voulait se faire justice lui-même, mais buté sur le portier du Puy, parti du bon côté, donc à la 64e minute de jeu. Bien plus en vue que lors du premier acte, les Tonniers continuaient de pousser. Après un bel échange avec Sakuna, Da Silva envoyait une frappe puissante vers le but, mais Caraballo réalisait un nouvel arrêt. Après cette nouvelle opportunité pour les joueurs de Concarneau, les Poneaux venaient mettre un terme à tout suspense grâce à Nsingui. Après une première frappe repoussée de Clément Rodriguez, le ballon revenait dans l'axe, dans les pieds de l'ancien Nantais, qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond du but de Vincent Viau, le portier Tonnier, pour sceller définitivement le score de la rencontre. À la 77e minute de jeu, 3-0. Un succès qui permet donc aux Poneaux de se rapprocher du podium et de vivre une fin de saison excitante avec un rendez-vous dès vendredi prochain au Stade Massot face à Aubagne. Une fois de plus, je me suis régalé en regardant une majeure partie de cette rencontre. Il y a une maîtrise qu'on ressent dans cette équipe ponote, et pourtant il y a toujours un changement, des joueurs blessés, des joueurs suspendus, mais il y a une maîtrise sur le match, et même les commentateurs qui alternent, c'est pas toujours les mêmes quand tu les suis sur YouTube, et ils sont assez bluffés par cette équipe du Puy qui montre une certaine maîtrise, notamment au milieu de terrain, et qui arrive à cadenasser facilement les équipes adverses. Donc une belle victoire. Je crois que c'est la 4e fois qu'ils sont invincibles, ces Poneaux. Donc bravo à eux, et oui, c'est une fin de saison. Ils peuvent monter sur le podium, quoi. C'est dingue, surtout que les 6 premières journées, ça a été compliqué pour cette équipe du Puy. Et là, se retrouver 4e de ce championnat national qui est très difficile, moi je dis chapeau à eux. Ça va être un peu juste pour l'accession, parce que il y a 2 équipes de tête qui sont quand même à un matelas d'avance, mais c'est de bon augure pour la future Ligue 3. Ouais. C'est ça. Hein. Il y a Dijon qui est au-dessus, mais tu vois, ce week-end, que ce soit Dijon, que ce soit Sochaux, que ce soit Rouen, les 3 équipes qui sont devant, ils n'ont pas fait de bons résultats. Donc le Puy grappille quand même quelques points, donc ça permet quand même des bons espoirs et de bien terminer ce championnat. Mais ce vendredi, Stade Massot, le Puy Foot rencontre Aubagne. Dans les autres championnats, alors il y a juste eu un match en retard en Régional 1, c'est Blavozy qui l'a emporté à l'extérieur face à Aurillac, 2-1. Sinon, il y a eu beaucoup de matchs de coupe, que ce soit de la Coupe de la Haute-Loire, la Coupe Régis Failly et la Coupe des réserves. Je vais vous donner tous les résultats, notamment la Coupe de la Haute-Loire. Coupe de la Haute-Loire, Monistrol l'a emporté 5-0 en déplacement à Chadrac. Espali, après avoir été mené, l'a emporté facilement face à Arsac. La réserve du Puy l'a emporté 4-0 face au Haut-Lignon. Et la courte victoire, mais importante, des Verts et Blancs de Voray, qui l'a emporté 1-0 face à Saint-Germain-Laprade. Donc on a, en demi-finale, on a ces 4 équipes, Monistrol, Espali, la réserve du Puy et Voray, qui est le club en Régional 3, il me semble.
Hein, niveau régional 3 et les autres c'est régional 1. Je crois. Sinon, coupe Régis Failly, victoire de Saint-Férol, 3-2 face au FC de la Chapelle. Ça, c'est la Chapelle d'Orec. Et puis, Aiguille l'a emporté 3-1 face aux Villettes. Voilà, donc il y aura Aiguille face à Saint-Férol en finale de la Coupe Régis Failly. Et le Coupe des réserves, Monistrol l'a emporté 5-0 face à la réserve de Brioude. Et l'USSL a mis du temps pour éliminer Langogne sur le terrain de Langogne. En Lozère, il y avait un but partout à la fin du temps réglementaire, mais l'USSL se qualifie avec un tir au but, 5-3. Donc ça sera une finale Monistrol USSL pour les réserves. Voilà pour... Vous êtes toujours dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot, et on va enchaîner avec l'agenda présenté par Olivier. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Ouais, les Verts recevront l'USLD samedi 20h. Et bien pour Dunkerque, c'est plus trop ça. Parce que figure-toi qu'ils n'ont pas gagné depuis début février. Et en plus, c'était contre Amiens. Et encore avant, il faut retourner un mois en arrière pour trouver une victoire de Dunkerque. Alors qu'ils avaient fait, eux aussi, comme Pau, un excellent début de championnat. Alors, on sait par contre, à cause du match aller, qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe, à commencer par Enzo Bardelli, qui nous avait fait beaucoup de mal à l'aller, et qui a d'ailleurs marqué ce week-end. Ils ont fait match nul contre Rodez, qui est une bonne performance, parce que Rodez aussi est une bonne équipe dans cette deuxième partie de championnat. Voilà, alors... comment expliquer ce gros trou d'air ? Tu viens de passer un titre sur les avions. Eh bien, je sais pas trop. Alors, il y a des rumeurs sur le départ de leur directeur sportif qui s'appelle Dembaba, qui est important et qui est très connu, forcément. Alors, il faut savoir que l'USLD, c'est depuis 1 an et demi, les propriétaires, ce sont des investisseurs turcs. Alors, il y a des rumeurs qui envoient Dembaba dans plein d'autres clubs. Alors, est-ce que c'est ça qui déstabilise un petit peu on va dire l'équipe, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plus trop ça. Alors, en plus, pour le match à Saint-Étienne, il y aura un absent côté dunkerquois, c'est Aristide Zossou, qui est un ailier et qui est très rapide et qui avait fait un très bon match aussi au match aller. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette rencontre côté stéphanois, que heureusement, les balcons au-dessus des copes seront ouverts. Les copes seront fermés, mais les balcons seront ouverts, j'ai vu ça. Je suis surpris parce qu'au début, pour prendre une place, c'était fermé. Donc c'est plutôt récent. J'ai vu ça sur le site Envers et Contre. Il n'y aura pas de Cop Sud. Oui. Voilà, c'est la deuxième fois consécutive. Donc moi, j'irai pas. Voilà. Je te le dis, Olivier. Voilà. J'ai pas payé en plus à chaque fois. Je me suis déplacé contre Annecy, mais non, cette fois-ci. T'es en train de dire aux auditeurs qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Ouais, moi je serai pas là en tout cas. Mais tu sais que tu es la pierre angulaire de cette émission. Ouais. Côté stéphanois, surtout technique. Est-ce que Pedro sera revenu après le choc de samedi ? On n'en sait pas trop. Moi, j'ai rien vu qui circulait comme quoi tout allait bien. Y a rien de gravissime. Ça, je l'ai appris le lendemain. Mais est-ce qu'il sera rétabli pour cette rencontre ? Je sais pas. Alors, je vais trahir la discussion qu'on a eue avant le début de l'émission, parce que j'ai été très surpris de voir la titularisation de Maubleu et surtout la présence sur le banc de l'Arseneur. Donc, ce qui voudrait dire que Montagnier, qui est un ancien gardien, on le rappelle, aurait choisi désormais comme gardien numéro 1 Maubleu, mais tu m'as dit que pas forcément. Je sais pas. Moi, je comprends que l'Arseneur est pas revenu à 100%, c'est tout. Après, ce qu'il a eu, c'est quand même, c'est pas négligeable. Donc, t'es obligé de te poser. J'étais surpris qu'il soit quand même sur le banc de touche, l'Arseneur. Alors peut-être
peut-être C'est c'est quand le même capitaine. rapide. C'est Oui, vrai voilà. que passer de capitaine à troisième gardien, c'est un peu dur. Faut que ou remplaçant. Donc peut-être son influence sur le groupe, il a voulu le mettre sur le banc, tu vois, même s'il n'était pas tout à fait remis. Mais ce qui est plus problématique, c'est sa réponse aux journalistes, parce que franchement. Un gardien ou l'autre, je vois pas. Encore un attaquant, tu vois, cacher un peu sa titularisation ou pas, je peux comprendre pour surprendre l'adversaire. Mais cacher la titularisation d'un gardien pour le match contre Dunkerque, je vois pas trop. Et sa réponse a été, mais j'ai pas à justifier mes choix. Donc, je penche plutôt sur le fait que Montagnier a désormais donné le rôle de numéro 1 à Maubleu, mais c'est personnel. Hein. Ouais, écoute, on verra déjà samedi. Pour moi, l'Arseneur est pas encore à 100% pour être dans les buts stéphanois. Après, c'est quand même une grave blessure. Ça me surprendrait qu'il. Moi aussi, ça me surprend énormément. Mais qu'il puisse être là aussi rapidement. Mais c'est quand même étonnant de. Alors, on verra à la conférence de presse de jeudi ce que va dire Montagnier. Quoi qu'il en soit, samedi 20h. Parce que je rate les matchs, mais je regarde toutes les conférences de presse. Samedi 20h, Saint-Étienne-Dunkerque, un match ô combien important à Geoffroy Guichard. Et avant, les supporters stéphanois font un appel, un défilé pour le chaudron ne se dissout pas, et par rapport à la procédure de dissolution du ministère de l'Intérieur, on en reviendra dans les coups de tête. Et justement, on va enchaîner avec les coups de cœur et les coups de tête, et on va commencer par les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, mon plus gros coup de cœur, c'est dans l'équipe mag, que je lis très rarement parce que tu sais, ça augmente le prix de l'équipe à chaque fois, le samedi. Dans l'équipe mag, il y avait un super article sur un dénommé El Trenche, un Argentin qui a vécu un petit peu avant Maradona, qui a joué dans un club moyen en championnat d'Argentine, et à cause de son caractère, un petit peu de sa fainéantise, il n'a pas eu vraiment de sélection, mais par contre tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur joueur argentin de tous les temps, et tout le monde dit qu'il était meilleur que Diego techniquement, avec le ballon, etc. Et il y a même une anecdote qui fait que Maradona lui a rendu visite à la fin de sa vie. Il lui a offert un maillot sur lequel il avait marqué à El Trenche qui fut meilleur que moi. Donc, tout le monde saoulait Maradona avec ce dénommé El Trenche, et voilà. Donc ça raconte son histoire, ça raconte tout ce qu'il y a autour, et une autre époque aussi, hein, forcément, parce que des joueurs comme ça, il était pas très rapide, mais il paraît qu'il faisait des choses avec le ballon hallucinantes. Quelles années? Juste avant Maradona, les années 70. 70, ouais. Parce que ils ont organisé la Coupe du Monde en 78 et il n'était pas dans l'effectif. Cordoba Central, il a une sélection. Une fois, il a été sélectionné, il n'y est pas allé. Okay. Mais c'était pas pour une histoire de cheveux longs ou quoi que ce soit, parce qu'il avait les cheveux longs et la moustache. Les années 70, notamment Mario. C'est pour une autre raison. Notamment Mario Kempes. Et par contre, il y a une équipe européenne, je sais plus laquelle, qui vient en Argentine. Je crois que c'est l'équipe d'Allemagne qui vient en Argentine, une équipe de club avec des joueurs qui avaient fait la finale de la Coupe du Monde. Il arrive en retard, donc il est remplaçant. Les Allemands mènent 1-0. Et il rentre en deuxième mi-temps et il marque 3 buts. Et c'est la légende, voilà, c'est comme ça qu'il a fabriqué sa légende. Ok, moi j'ai fait des infidélités, tu le sais, avec d'autres radios, et notamment Radio Nationale, et avec l'émission Le Jeu des 1000 euros. Et ils étaient non loin en Lorraine, pas loin du village de Platigny, et j'ai appris donc au cours des émissions qu'un musée de foot populaire, donc Platigny est bien sûr à l'origine de ça, va être réalisé d'ici 4 ans. Eric nous l'a dit. Sur le foot populaire. Donc, je crois que ça a été un coup de cœur de Eric. Et c'est dommage que ça devienne un musée, parce que le foot populaire, c'est vrai que on verra dans les coups de tête, mais il en prend un coup sur la tête, justement. Et j'ai beaucoup aimé le but pour Monaco de Balogun face à Marseille, plein de maîtrise, un joli lob. Voilà pour mes coups de cœur. On enchaîne tout de suite avec les coups de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Ça sera rapide. Juste le centenaire du FC Lorient. Ça, tu n'es pas passé à côté. Et ça a déçu tout le monde, mais ça m'a déçu aussi que ce centenaire se fasse sans Christian Gourcuff. Ah oui, il n'y était pas. Hein. Pour des raisons un petit peu comme El Trinche. D'accord. Et un peu son caractère. Bon, on va faire vite, mais je voulais m'étaler effectivement. J'ai parlé de la procédure des dissolutions là. Comme l'année dernière pour les Magic et les Green, il y a plein de choses à dire, mais je trouve ça désolant et j'ai du mal à comprendre. Je sais pas comment ils le justifient. Après, les débordements, j'ai appris que les débordements à Grenoble, ils reprochaient. Il y a eu des heurts, effectivement. On en a parlé ici, mais moi je l'avais dit dans l'émission que c'était pas leur faute et tout avait été fait par la direction. Et j'ai appris qu'en fin de compte, c'est l'ancienne préfète de l'Isère. L'ancienne préfète de la Loire qui est en Isère. Il y a des corrélations, c'est pas très clair, mais bon, j'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, mais bon, cette dissolution, c'est du grand n'importe quoi. Sinon, l'élimination de l'Italie, l'Italie qui ne verra pas la Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà, j'ai assisté au match face à la Bosnie. Voilà, c'est triste pour les Italiens, tout simplement. Les Italiens, pour moi, je les vois toujours. Pour toi, c'est Toto Schilacci aussi, avec la Coupe du Monde. Ouais, pas Toto Schilacci, mais c'en est d'autres. Mais oui, une nation comme ça, privée de Coupe du Monde, je trouve ça triste. Et je reviens sur la SSE avec ses équipes de jeunes. Que ce soit la réserve, que ce soit les U19, que ce soit les U17, c'est des résultats catastrophiques et ça me fait un peu peur. Voilà, allez, j'ai pas le temps de m'étaler. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai pas là. T'as trop parlé, Marco. Tu vois. Je serai pas là, donc on verra. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 on va jours. le dire. Hein. Ok. Écoutez, d'ici là, bise à l'œil et allez les Verts. Samedi, 20h, Saint-Etienne reçoit Dunkerque. Ciao, ciao. Allez, bonne quinzaine, à bientôt. L'émission Coup de tête vous a été proposée par la boutique Trinquant, située au 35 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Etienne. Trinquant, le magasin des amoureux des verts dédié au foot vintage et à la culture stéphanoise. Également visible sur trinquant.fr.